Mesdames et messieurs, c'est donc parti avec ces programmes vespéral Kinshasa direct. Des militaires de l'armée burundaise ont été vus en décembre dans la région de Haut-Plateau, dans l'est de la République démocratique du Congo, considérée comme base arrière de la rébellion burundaise. Red Tabara a-t-on appris mercredi des sources locales, mais le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée, dans le Sud Kivu, a affirmé que nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer qu'il y a une présence de l'armée burundaise sur le sol congolais. Nous savons qu'il y a des groupes armés qui viennent de pays étrangers et qui traversent la frontière de manière clandestine pour appuyer d'autres groupes rebelles. Donc, nous allons aborder cette thématique sécuritaire avec le professeur Baala dans Kinshasa Direct, mais aussi le retour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a séjourné dans l'espace Grand Kasaï. Nous allons en parler avec nos invités. Et nous poursuivons Kinshasa Direct avec cette fois-ci les dossiers du soir. Le premier avec le professeur Baala dans quelques instants. Nous sommes de retour, donc nous abordons cette thématique liée à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo avec les incursions répétées de forces étrangères. Et nous en parlons avec le professeur Abbé Baala. Bienvenue. Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation et mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année parce que nous nous sommes vus l'année dernière, voilà. En 2021. C'est en 2021, nous sommes en plein 2022 mais avec la même problématique qui se pose. Malheureusement. Et cette fois-ci avec acuité, on a annoncé le mercredi la présence des forces burundaises à la poursuite des rebelles sur les territoires congolais, à Ouvira, à Lemera. Le chef du groupement a dénoncé cela, mais la présence de forces burundaises n'a pas été confirmée par les porte-paroles de l'armée au Sud Kivu. Oui, on va parler du Sud Kivu, mais certainement, il faut dire que toute la situation à l'Est est complètement délétère. Vous savez qu'il y a eu encore des morts en Ituri, à Beni, des attaques sanglantes qui ont fait des morts en ce début d'année, malgré l'état de siège. Et donc, on voit que on ne trouve pas la solution. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous sentez de moins en moins de communication de la part de l'armée ougandaise qui annonçait chaque semaine des victoires avec les FARDC. Et donc, on sent que la situation est en train peut-être de nous échapper sans que nous le sachions. Et surtout donc, avec ces attaques terroristes, l'ennemi a changé des tactiques. Cette fois-ci, ce sont des attaques kamikazes avec des personnes qui s'éclatent avec les bombes en plein milieu de la ville. La situation change. C'est ça qui devient inquiétant. Jusque-là, on avait affaire à des coupeurs de tête, à des tueurs qui agissaient embusqués ou qui attaquaient des villages, et qui attaquaient des agglomérations, qui coupaient les routes, qui attaquaient des convois, des camions. Maintenant, ça devient du terrorisme à l'irakienne, du terrorisme sauvage. Et ce qui se passait en Europe il y a quelques années, que les Européens ont pu interrompre. Nous sommes en train d'avancer vers quelque chose d'incontrôlable. Et nous n'avons pas l'intelligence, j'allais dire, de faire front à cela. Parce que si nous n'avons pas pu éradiquer justement les quelques terroristes malsains qui venaient couper les têtes avec les machettes, les gens qui utilisent maintenant cette technologie de tuerie en masse et aveugle. Cela, ça devient dangereux. Et il est temps peut-être que nos forces de sécurité, les renseignements militaires et tous ceux qui disent se coaliser avec nous. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons vu la présence des Marines, de militaires américains dans l'est de la RDC pour, n'est-ce pas, former, donner de la matière à nos forces de sécurité pour faire face au terrorisme. Mais est-ce que doit-on faire face
à cette situation seule où la RDC aujourd'hui, parce que ce que nous vivons ressemble à ce que nous avons vu avec l'État islamique. Aujourd'hui, la RDC fait face non seulement aux rebelles ADF, mais à l'État islamique. Mais oui, bon, là, maintenant, il faut savoir, Crispin, qu'il y a plusieurs thèses là-dessus. Il y en a qui nient. Vous vous rappelez le fameux rapport du groupe d'études sur le Congo qui avait nié l'aspect terroriste qu'un journaliste congolais, Nikez Kibelber, pour ne pas le citer, lui, il avait dit, nous sommes en face d'une autre forme du terrorisme islamique. Et finalement, les États-Unis ont adhéré à cette thèse lorsqu'il y a eu des attaques au Mozambique, etc., par le même groupe, et qu'il y a un État islamique qui est en train de se créer. Mais parlons de ces interventions dont vous parlez à propos de l'arrivée des Marines. Je dois avouer qu'on n'a pas bien compris les contours de ce qu'ils étaient venus faire au Congo en ce moment-là. Étaient-ils venus faire seulement de l'observation, voir la situation? En tout cas, ça n'a pas eu de conséquences. Parce que en temps normal, on aurait vu débarquer peut-être des formateurs. Il n'y a pas eu de communication à outrance en rapport avec la présence des forces américaines. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était simplement peut-être des effets d'annonce parce qu'on n'a jamais vu tout le monde criait, tout le monde disait à haute voix que nous trouvons devant une guerre asymétrique et que nos forces classiques ne pouvaient pas faire face. Tout d'un coup, on a changé de discours et on a commencé à bombarder des camps, soi-disant des camps avec l'arrivée de l'armée ougandaise. Et puis maintenant, nous nous retrouvons devant une guerre asymétrique, encore plus asymétrique et dangereuse, avec des poseurs de bombes, des kamikazes qui se font exploser, et tout cela dans des lieux publics. Et ça a eu lieu à un moment où il y avait des autorités, même à Butembo, etc. Vous vous rendez donc compte que nous sommes peut-être en face de quelque chose que nous ne maîtrisons pas encore. Et la réponse que nous donnons, la réponse que donnent ceux qui doivent prendre les décisions, n'est peut-être pas la réponse adéquate. Il faut encore étudier ce qui est en train de se passer. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous remarquons. Et nous encourageons donc le gouvernement et les forces de sécurité et de défense à aller plus loin dans la compréhension du phénomène que nous subissons, parce que tant que vous ne connaissez pas qui est votre ennemi, tout le monde est en train de dire terroriste, ADF, islamique, d'autres non, ce ne sont pas... Nous nous trouvons devant une nébuleuse. Et dans cette nébuleuse, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Codeco, il y a tout... Les autres parts de Chebab. Oui, il y a toutes ces milices en Ituri et ailleurs qui font beaucoup de mal. Hein? Vous voyez pourquoi j'étais inquiet l'autre jour sur notre programme, le programme que nous avions vraiment porté sur les fonds baptismaux, si on peut dire, avec l'acceptation du président de la République de l'idée de création de nouveaux programmes de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Comment vous allez faire la stabilisation dans une situation de terrorisme? Comment vous allez faire si les milices, elles, sont en train de penser qu'elles vont revenir dans l'armée? Vous comprenez qu'on leur avait promis qu'elles seraient incorporées dans l'armée, alors que le concept même du président de la République, c'est qu'aucun milicien, aucun rebelle n'entre dans l'armée automatiquement. Le recrutement dans l'armée se fait de façon classique, selon le curriculum normal, et on ne fait plus de brassage, mixage, malaxage, tous ces vocabulaires brassicoles que nous avions refusés lorsque nous avions terminé tous les pourparlers avec le M23 et tous les autres. Donc, vous comprenez que nous sommes en face dans cette situation, et puisque, pour retomber sur la question sur le Sud Kivu, aujourd'hui, la situation sécuritaire du Sud Kivu est en train d'échapper à tout le monde. Voilà pourquoi l'autre jour, je disais, mais est-ce que les gens réfléchissent à certaines situations lorsqu'ils créent des conditions pour aggraver ce qui est en train de se passer? Le Sud Kivu se trouvait en ce moment-là déjà dans l'œil du cyclone, comme on dit. Parce qu'au même moment où le M23 attaquait au Nord Kivu, au même moment, un groupe inconnu a attaqué la ville de Bukavu et a envahi la ville, a occupé la ville pendant un temps, et les forces de sécurité ont pu les déloger. Et le gouverneur, avec son comité de sécurité, le conseil de sécurité provincial, sont parvenus à attraper les protagonistes de cette attaque
à les mettre dans un avion avec l'aide du ministre de l'Intérieur, le ministre Asselo, et à les acheminer à Kinshasa. Pendant ce temps, la situation dans les hauts plateaux était en train de s'empirer. On a tué un colonel, comme vous savez, un grand combattant qui était connu là-bas on l'a massacré. On a tué un autre officier, Mouyamulenge, celui-là, qui a été donc pris à partie parce que simplement il était. Et puis, au même moment, il y a eu des attaques récurrentes du groupe Gumino Turaneo, ce qui a provoqué en ce moment-là, maintenant, parce que l'exemple venant des autres, dès que les Burundais ont appris que l'Ouganda avait eu le droit d'intervenir au Congo pour poursuivre ses ADF, entre guillemets, n'est-ce pas? Dès qu'ils ont appris que le Rwanda était en train de mutualiser aussi ses forces par l'envoi éventuel et la collaboration, l'envoi éventuel de policiers rwandais à Goma, ce qui a été démenti par le chef d'état-major de la police, donc de la police nationale. Mais il y a eu des manifestations, comme vous le savez, sanglantes à Goma et aussi à Bukavu. Provoquer même des morts. Pour dire qu'à ce moment-là, les gens ne sont pas prêts à accepter cette mutualisation. Ils ne sont pas prêts. Les souvenirs sont encore trop frais dans leur mémoire sur le mal que cette armée et ces forces de sécurité, d'autant plus qu'on sait qui est le chef de la police rwandaise. On sait qui est Dan Munyuza. On sait qui il est. Il a tué des gens chez nous. Il a fait des exactions. Il est dans le rapport mapping. Alors vous dites que celui-là va venir mutualiser les forces. Alors la population s'est dit, mais où est-ce qu'on est en train d'aller là? Maintenant, suivant l'exemple des autres, le Burundi déjà en ce moment-là, au moment où commençait la crise dans les hauts plateaux de Fizi et de Mwenga, le Burundi et le Rwanda se faisaient la guerre par milices interposées. Parce qu'il faut savoir que les milices Roued Tabara, comme on dit, et FNL, reçoivent de l'aide du Rwanda et se coalisent avec des forces Maï-Maï locales, n'est-ce pas, hein, pour attaquer les gens qui sont dans les hauts plateaux. Pendant ce temps, le Rwanda aussi envoie des milices qu'on appelle androïdes pour venir aider ceux qu'ils considèrent comme, là, c'est son carré. L'armée burundaise, sachant donc que de temps en temps, ces rebelles reçoivent de l'aide du pays voisin, l'armée burundaise entre sur notre territoire pour combattre ces rebelles. Et donc, il y a la paix au Burundi, il y a la paix au Rwanda, mais pas chez nous. Parce que tout le monde vient se battre sur notre territoire. Ce qui s'est passé donc la fois dernière, ce n'est pas faux. L'armée burundaise, on a vu des membres de l'armée burundaise. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est qu'une chose qui se répète. Même si personne ne veut le dire à haute voix, même si nous avions eu les travaux qui étaient couronnés de succès de la 4e session de la commission mixte RDC-Burundi, c'était l'année passée, vers la fin de l'année. Mais aujourd'hui, force est de constater que, profitant justement de la situation délétère qui se vit chez nous, au niveau politique, au niveau institutionnel, tout le monde est en train de faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a plus personne qui prend les décisions. C'était ça, c'est que ce jour-là, je venais déplorer devant votre vie. J'ai dit, mais lorsque l'institution gouverneur de province, n'est-ce pas, et l'institution assemblée provinciale ne s'entendent pas sur que faire pour le développement de la province. Et ils sont dans une petite guéguerre là, de haute toit de là que je m'y mette. Moi, j'étais chassé, j'étais fait une motion. L'autre dit la motion n'était pas conforme. Il va à la justice lui donne raison. Et lui, il dit, je suis toujours gouverneur. Le pouvoir central prend acte d'une manière ou d'une autre parce qu'on l'invite à la réunion des gouverneurs, donc on reconnaît qu'il est toujours gouverneur du Sud Kivu. Vous comprenez? Les autres posent des actes, continuent à poser des actes, et des actes même, j'allais dire, bizarres.
Parce que, bon, quand vous avez chassé quelqu'un, vous ne continuez pas à lui donner des ordres en disant « Monsieur le ministre des Finances provinciales, veuillez à l'exécution de notre lettre ici qui interdit aux banques de donner de l'argent à la province. » Vous ne continuez pas à écrire des lettres où vous demandez aux contribuables de ne pas payer, de ne plus payer les impôts aux agents de l'État commis à cet effet. Vous voyez, donc, tous ces actes qui sont posés au niveau des institutions, je parle surtout de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu que je connais très bien, où je sais qui sont les manipulateurs, qui sont manipulés et qui sont en train de faire. Une Assemblée provinciale entre en rébellion contre le gouvernement central. Pendant ce temps, vous avez aussi, ça se greffe là-dessus, des luttes terribles au niveau politique. Je vous le disais l'autre jour, entre FCC et Union Sacrée, vous le savez, chacun voudrait s'accaparer de la province, des luttes de leadership au niveau des sous-composantes ethnico-tribalo, je ne sais pas, colonistes, des choses. Vous y ajoutez des ambitions des personnels de quelques cadres. Hein. Vous avez vu que dans cette guerre là-bas, les cadres de l'UNC, par exemple, étaient les plus chauds. Il y a des jeunes loups là-bas qui se disent, mais bon, pourquoi laisser à l'AFDC de diriger la province? Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Oui, donc tout ça, ça s'entremêle et des gens, et on demande au gouvernement central de prendre ses responsabilités. Parce que forcément, il faut que quelqu'un mette le haut là dans ce désordre-là. Il faut qu'il y ait un gouverneur qui répond de la sécurité de la population, qui répond du développement de la population. Et donc, Crispin, nous réfléchissons comme acteurs sociaux, acteurs de paix. On ne veut pas dire tel a raison ou tel a tort. D'ailleurs, ils ont tous tort. Je l'ai dit ici l'autre jour. Ils ont tort de se quereller au lieu de penser le développement de la province. Ils ont tort de se quereller pour les postes au lieu de penser que celui qui est là n'a que 5 ans à faire. Laissez-le terminer, qu'ils commettent des gaffes, mais ces gaffes là-bas, on va les corriger lorsqu'on ira aux élections. C'est comme ça que ça se fait en démocratie. Vous attendez l'autre tournant, n'est-ce pas? On attend l'autre tournant, on l'attend, on dit, bon, ok, allez-y, je vais vous voir. Demain, vous allez faire le bilan. Alors, pour vous remettre dans le sujet, nous avons demandé qu'il y ait une concertation au sommet entre les forces vives du Sud Kivu, surtout les leaders politiques. Parce que leurs agissements actuels sont en train de tuer le peu de cohésion qui restait dans la province. Vous imaginez que des petits jeunes gens s'organisent, ils viennent là, ils commencent à lancer des insultes complètement immorales contre un des leaders qui est tout de même, on sait, le président du Sénat, c'est la deuxième personnalité de la République au niveau constitutionnel, n'est-ce pas? Vous comprenez que des gens se permettent de commencer à écrire des choses, même à lui imputer des choses indicibles que personne ne peut comprendre. Le lendemain, non, arrestation, le lendemain, non. Alors, face à cette situation délétère sur le plan sécuritaire, où on retrouve les forces rwandaises, burundaises, ougandaises, qui pensent avoir les droits sur le sol congolais, d'intervenir. Nous, Congolais, et nos leaders politiques sont en train de se quereller au lieu de réfléchir sur les solutions. Doit-on laisser la situation s'enliser ou réfléchir profondément? Parce qu'aujourd'hui, nous incitons aux poseurs des bombes, c'est qu'on ne connaissait pas avant. On ne connaissait pas. Il y a eu des morts même pendant les fêtes des fins d'année. Vraiment. Des gens qui devaient fêter paisiblement, comme ça ils ont trouvé la mort. Et il y a l'incursion de forces burundaises à Uvira, pendant que les politiciens du coin se querellent. Voilà. Doit-on laisser la situation s'enliser ou je suis en train de me poser la question que Jean-Marie s'était posée. A-t-on perdu l'Est? Ah, très bonne question. Et une très bonne question à poser à ceux qui aujourd'hui ont l'impérium. C'est une bonne question à poser. Moi, je l'ai posée à un grand homme, un grand politicien que je connais, que je fréquente, qui appartient vraiment à la petite crème de l'Union sacrée. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes conscient
vous qui voyez celui qui doit décider des choses, est-ce que vous savez que le Sud Kivu, en particulier les deux Kivu là-bas, constitue pratiquement le 1/3 de vos électeurs futurs. C'est un réservoir énorme de voix. Est-ce que vous pouvez laisser, vous qui vous préparez aux élections en 2023, pouvez laisser un désordre, j'allais dire folklorique, s'installer dans un lieu où vous espérez demain pouvoir engranger une victoire électorale? Est-ce que vous allez accepter, parce qu'il y a des querelles entre politiciens du coin, vous allez accepter, vous, de changer de cheval et de dire, bon, écoutez, qu'ils se démerdent entre eux, excusez-moi le terme, qu'ils se débrouillent, nous, on viendra ramasser les morceaux. On ne ramasse pas les morceaux sur quelque chose qui n'existe plus. Donc, nous avons en face de nous des forces étrangères, des forces centrifuges étrangères qui n'ont jamais... Oui, qui n'ont jamais abandonné l'idée de se tailler non seulement un morceau territorial sur nos terres du Kivu, de l'Ituri et j'en passe, mais qui, déjà au niveau économique, se faisaient la guerre, se font la guerre, et une guerre féroce pour l'occupation du terrain. Vous avez vu comment le Rwanda a réagi lorsque l'Ouganda a promis de construire une route qui va donc de Bunagana à Goma. Vous vous rappelez, ils ont envoyé les M23 pour attaquer, pour dire attention, nous suivons toute cette affaire. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux? J'y crois parce que j'ai vu que c'est la dame, elle parlait Swahili, donc je comprends le Swahili. La présidente actuelle de la Tanzanie, celle qui a remplacé le grand Magufuli, qui aimait bien son pays et qui travaillait pour son développement. Cette dame a dit ceci. Je vous cite cela. Elle a dit, nous allons emprunter de l'argent dans des banques parce que nous devons construire un axe routier qui nous permet de pouvoir atteindre la RD Congo parce que tout le monde se bouscule pour pouvoir atteindre ce grand marché de 100 millions d'habitants. Donc nous ne sommes qu'un grand marché pour les autres. Eux comprennent notre importance au niveau de nos richesses, au niveau de ce que nous représentons au niveau humain. C'est nous qui sommes là en train de penser. J'étais ému lorsque j'écoutais le président de la République l'autre jour pendant sa tournée dans son Kasaï natal. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. J'ai vu comment il avait presque les larmes aux yeux quand il découvrait ce que lui, peut-être, il voyait ça vaguement. Et il découvrait un pays abandonné. Il découvrait des gens paupérisés à outrance et qui lui ont crié leur misère à la figure. Le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il a simplement dit, je vois ce que... Je comprends mon peuple, je comprends ce que vous souffrez. Il a promis avec le projet de 145 territoires qui seront mis en avant comme source de progrès au niveau local, que quelque chose allait se faire. Mais faut-il qu'il ait les 15 hommes de Joseph Kabila Kabange, les 15 hommes qui doivent mettre en route ce programme. Il ne faut pas qu'ils subissent ce qu'on subit. On apprend dans la presse, on a limogé tel parce qu'il a fait des malversations, on a limogé. Si cette corruption continue et si les institutions ne s'entendent pas, parce qu'on entend des choses, on entend des incompréhensions. Ministre des Finances contre je ne sais pas quel conseiller à la présidence. Il y a une harmonisation à faire sur le travail à faire. Vous rendez compte que moi, parfois, quand je regarde les autorités, je regarde, par exemple, le président, je dis non, je n'aimerais pas être à votre place. Parce que vous devez gérer une chose difficile. Gérer les hommes, par exemple. Gérer les humeurs de ceux qui sont autour de vous et de ceux qui sont contre vous. On va citer, oui. On va citer aujourd'hui, donc la solution pour l'Est, c'est quoi? La solution, d'abord, que le gouvernement central prenne ses responsabilités. Parce que nous avons un gouvernement. Même malgré la décentralisation et tout le reste, il y a quand même la responsabilité du gouvernement central qui est là pour imposer à tout le monde. Quand ça ne marche pas, le gouvernement a le droit d'imposer la paix. Le chef de l'État peut suspendre une assemblée qui crée du désordre, par exemple. Il peut le faire.
Il peut dire aussi à un gouvernement, écoutez, vous, mettez-vous de côté pour la... Il peut dire, allez, rentrez dans votre travail et on va voir ce qui va se passer à l'Est. Mais il faut que quelqu'un prenne une décision. La deuxième solution c'est la solution. Nous sommes en train de préparer depuis 3 mois. Moi, j'avais lancé un appel à tous les notables du Sud Kivu qui avaient mis en place, disons, l'architecture institutionnelle que nous avons dans notre province. J'avais dit, mais reprenez le chemin de la table ronde où vous allez encore vous entendre, non pas pour savoir comment partager le gâteau, parce que nous sommes à la veille des élections, mais allez vous entendre pour savoir comment vous allez, dans les 2 années qui suivent, comment vous allez faire le développement de la province. D'autant plus qu'il y a des gens qui veulent nous apporter de l'argent. La Banque mondiale qui met de l'argent dans un projet du Fonds social de la République, 445 millions de dollars pour cette province. Le programme de désarmement, de mobilisation, la Banque mondiale veut mettre 250 millions de dollars. La Banque africaine de développement dit non, nous allons vous construire 100 km de routes et 20 km de routes dans la ville. Nous vous donnons 100 millions de dollars. Pendant ce temps, pendant que les gens sont en train de nous apporter de l'argent, est-ce que vous laissez les gens continuer des querelles où ils écrivent des lettres à gauche, à droite? Merci beaucoup. Donc, la solution sera d'abord une décision d'autorité du président de la République pour sauver la situation, surtout au vu de la question sécuritaire. On ne laisse pas une province... La sécurité a horreur du vide et de l'anomie. Il faut que quelqu'un dirige cette province. Or, vous connaissez la procédure, elle est trop longue pour fabriquer un gouverneur. C'est ça. Et il faut qu'aujourd'hui, on puisse redonner un pouvoir réel à celui qui peut gérer la sécurité de la province. Et deuxièmement, il faut que les leaders du Sud Kivu se mettent autour d'une table et qu'ils parlent de leur province au lieu de continuer à s'entre-déchirer. Merci beaucoup, professeur Abbé. Là, l'Est de la République démocratique du Congo, qui est en proie à l'insécurité totale avec les incursions répétées de forces des armées des pays frontaliers, eh bien, ça fait mal. Il faudra qu'on puisse prendre des décisions idoines, des décisions courageuses, mais aussi utiliser nos forces d'intelligence, parce que la RDC, à l'époque d'Isaïe, a joué un grand rôle. Oui, il y a imitation sur le plan géopolitique et géostratégique. Nous devons nous adapter au lieu de continuer à être les victimes de ces pays voisins. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve pour la suite.